Si vous avez déjà commencé Kingdom, je vous interdis de regarder cette vidéo avant d'avoir atteint le chapitre 760, car évidemment, il y aura beaucoup de spoils. Pour les autres, que vous soyez à jour dans le manga ou alors que vous n'ayez jamais lu Kingdom, installez-vous confortablement et venez découvrir ou redécouvrir l'histoire exceptionnelle d'un personnage devenu mythique. 100を超えた国々は七国に淘汰された。し、ぎ、か、ちょ、せ、そ、え。世に言う戦国七雄である。中華に7人の王が立ち、覇を競ったのだ。 Notre histoire commence en moins 245 avant notre ère. En Chine, 7 royaumes se battent depuis des centaines d'années pour la suprématie, causant d'innombrables morts, de massacres et de famines. C'est une période particulièrement sombre et violente. L'histoire de Kingdom prend place à Qin, l'un de ces 7 royaumes et aussi l'un des plus puissants. Nous y suivons le règne d'Heisei, le 31e roi de Qin qui rêve d'unifier la Chine pour mettre fin à 5 siècles de guerre et y imposer la paix. Pour réussir cette unification, il n'y a qu'une seule solution, écraser et détruire les 6 autres royaumes militairement. La tâche semble impossible. Pour avoir ne serait-ce qu'une infime chance de réussir cet exploit, il n'a pas le choix. Il doit remettre en place le système des 6 grands généraux de Qin. Le roi et ses conseillers doivent sélectionner les 6 généraux les plus talentueux du royaume et leur donner une liberté totale de faire la guerre. Concrètement, ça veut dire que ces 6 généraux n'ont pas besoin d'attendre les ordres de la capitale pour agir. Que sont les situations et les opportunités, ils ont le droit d'attaquer les autres royaumes sans autorisation. C'est un pouvoir immense qui leur est confié. Sélectionner ces 6 généraux n'a pas été difficile. Ce sont tout simplement les meilleurs qui ont été choisis. Mais parmi ces 6, il y a une candidature qui fait l'objet de beaucoup de réflexions, de doutes et d'incertitudes parmi les conseillers du roi. Certains sont même farouchement opposés à sa nomination. Ce général, il se nomme Kanki. S'il y a bien un personnage qui déchaîne les passions dans Kingdom, c'est lui. Il a créé un véritable clivage chez les lecteurs. Certains l'adulent, d'autres lui souhaitent la pire des morts, d'autres encore l'adulent tout en lui souhaitant la mort. Mais comment est-ce possible ? Vous savez, Kanki c'est un personnage dont la popularité a même surpris son propre auteur. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, tout le monde s'accorde à dire que sans lui, Kingdom ne serait pas pareil. Confiant, audacieux, impitoyable, mystérieux, charismatique, tous ces traits de caractère sont retranscrits dans son chara-design qui est absolument exceptionnel. Si vous voulez savoir pourquoi sa nomination fait autant polémique, si vous voulez connaître l'histoire de l'homme qui va faire trembler toute la Chine, alors vous êtes au bon endroit. Chapitre 1. La première rencontre. En moins 942, sur ordre du roi de Qin, le grand général Mugu est chargé de capturer la région de Sanyu, qui appartient au royaume voisin de Wei. C'est une bataille cruciale puisque cette région doit être le point de départ de l'unification. De son côté, Wei a chargé son grand général Aku Kisai de repousser Qin. Du moins dans les apparences, car dans les faits, celui qui détient réellement le commandement, c'est un dénommé Renpa, un général d'un autre royaume encore, celui de Zhao, et qui pour certaines raisons a trouvé refuge à Wei. Et si le roi de Wei lui a confié secrètement le commandement de son armée, c'est tout simplement parce que Renpa est le meilleur général de la Chine. Durant sa jeunesse, il a déjà affronté Mugu à plusieurs reprises et il l'a toujours battu. Renpa, accompagné de ses généraux très talentueux qu'on surnomme les 4 rois célestes, était donc le meilleur choix possible face à Qin. Mais cette fois-ci, Mugu ne vient pas seul, il est accompagné de 2 nouveaux généraux, encore inconnus du grand public. Le premier se nomme Usen et le second, c'est un certain Kanki. Dès son introduction, Kanki est défini comme quelqu'un de très cruel et sadique. Les rumeurs disent qu'il n'hésite pas à massacrer les prisonniers qui se rendent. Pire que ça, on raconte que, durant sa jeunesse, lorsqu'il attaquait un village, il décapitait de ses propres mains les survivants, ne montrant aucune pitié, obtenant ainsi son surnom de Kanki le décapiteur. Car à l'origine, Kanki est un bandit. C'était le chef d'un groupe de bandits installés dans les montagnes au sud de Qin. Il soumettra par la force tous les clans rivaux de la région et, en les incorporant à son propre groupe, il créera une véritable petite armée constituée de brigands. Face à cette menace croissante, le pouvoir central enverra plusieurs armées pour l'arrêter. Ils seront tous écrasés par Kanki. Et tout ceci nous montre une chose, c'est que Kanki est un véritable génie de la guerre. C'est un brigand. Il n'a jamais étudié la stratégie, il n'a reçu aucune formation sur l'art de la guerre et pourtant, il est capable de battre avec de simples brigands des armées.
Même le grand général Mogu, celui-là même qui dirige cette bataille, avait été capturé par Kanki. Mais ce qui est étonnant, c'est que celui-ci va réussir à le convaincre de se battre pour lui. Et là, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi un bandit comme Kanki a accepté de se mettre au service du grand général Mogu ? C'est un point important de son histoire, nous y reviendrons. Pour l'instant, intéressons-nous au style de combat de Kanki. Tous les généraux de Qin ont leur propre façon de faire la guerre, mais celle de Kanki, c'est celle qui s'éloigne le plus des standards classiques. On dira d'ailleurs qu'il utilise des stratégies non conventionnelles. Et c'est parfaitement logique. Face à des armées bien plus nombreuses que la sienne lorsqu'il était brigand, il a dû imaginer des façons différentes de se battre pour pouvoir leur tenir tête. Et il reproduira ces schémas sur le champ de bataille. Lors de la bataille de Sanyu, Kanki est affecté sur l'aile droite. Face à lui se trouve le général Kaishibo. L'un des 4 rois célestes de Renpa, c'est un gros morceau. Alors, c'est pas un hasard si Kanki a été affecté sur l'aile droite, c'est parce que le terrain y est montagneux. C'est le terrain de chasse idéal pour un ancien bandit des montagnes. Pendant les 4 premiers jours de la bataille, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire mettre en place une véritable guérilla. Au lieu d'attaquer frontalement l'ennemi, Kanki va faire tout l'inverse. Il va éviter la confrontation jusqu'à complètement disparaître. En bon bandit des montagnes, il va pleinement exploiter la topographie du terrain pour forcer l'armée ennemie à se disperser. Et une fois qu'ils se divisent en groupes, Kanki va les isoler et les épuiser physiquement et psychologiquement. Il va tout d'abord multiplier les embuscades, de jour comme de nuit. Hop, on attaque et hop, on disparaît aussitôt. L'adversaire sera en danger à chaque instant. Il ne dort plus, il est constamment sur ses gardes. Ensuite, on va utiliser une autre arme, la peur. Bien que sadique, Kanki utilise également l'horreur comme d'un moyen pour exercer une pression psychologique sur ses adversaires. Il utilise sa cruauté comme d'un instrument pour se montrer plus dangereux qu'il ne l'est réellement. Durant cette bataille par exemple, il va s'amuser à envoyer les yeux arrachés de ses prisonniers à son adversaire, ou alors à les empaler. Ça doit bien faire mal. En combinant ces deux tactiques, Kanki fatigue son adversaire, et une fois que son moral et sa combativité sont au plus bas, il se jette sur eux pour les anéantir. Complètement dépassé par les méthodes peu communes de Kanki, Kaishibo va se faire remplacer par le général Genpo, lui aussi membre des 4 rois célestes de Renpa, mais qui a la particularité d'être le meilleur stratège parmi les 4. D'ailleurs, il éprouve du dégoût pour les tactiques de Kanki. Pour lui, ces méthodes de voyou ne sont même pas dignes d'être appelées des stratégies. Et il est en effet redoutable. En analysant le relief, le lieu des attaques et la disposition de ses propres troupes, le général Genpo devine l'emplacement du QG de Kanki. Il y envoie alors directement Kaishibo et le gros de cette troupe. Des messagers arrivent. Il confirme à Genpo que l'attaque a bien débuté. Celui-ci se dit alors que c'est bon, Kanki est fini. Kanki est fini, mais quelque chose l'intrigue. Il y a du sang. Il y a du sang sur les armures des messagers. Et oui, le loup était déjà dans la bergerie, car en dessous de cette armure, c'est Kanki en personne qui est venu infiltrer le camp de Genpo. Et là, va s'en suivre une discussion plutôt amusante. Après avoir traité Kanki d'imbécile pour être venu lui-même dans cette opération commando, il va tout de même lui reconnaître un certain talent, allant même jusqu'à lui proposer, accrochez-vous bien, de faire de lui son disciple. Et là, la réponse de Kanki ne se fera pas attendre. Des gongs se font entendre sur tout le champ de bataille. Grâce à ce signal, tout le monde vient d'apprendre la nouvelle. Le général Genpo a été tué, provoquant la terrible colère de Renpa qui va devoir réajuster sa stratégie avec la perte de l'un de ses plus importants généraux. Mais la bataille est encore loin d'être gagnée. Kanki disparaît totalement après son attaque, il n'est plus sur les radars ni de ses alliés ni de ses ennemis, il s'est littéralement volatilisé.
Maintenant, prenons un peu de recul et regardons ce qui se passe pendant ce temps sur le reste du champ de bataille. Au centre, la situation est plutôt stable. Aucun des deux camps ne prend l'avantage. Mais c'est sur l'aile gauche qu'il y a du changement. Sur la gauche, le grand général Rempa s'est déplacé en personne pour attaquer l'aile gauche de Qin. Il fera reculer Husen très loin, forçant ce dernier à se retrancher sur une colline. Au lieu d'attaquer cette colline qui semble imprenable, le grand général Rempa décide de la contourner et de s'attaquer directement au QG de Mogu, au centre, qui se retrouve alors sans défense. Renpa est un véritable monstre. Il fonce et fait un carnage dans le QG de Mogu. Personne n'arrive à l'arrêter, c'est une force de la nature, tout semble terminé. Quand soudain, tous les regards se figent en regardant l'horizon. Tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête car des flammes apparaissent au loin et ils semblent venir du QG général de Wei, là où se trouve leur commandant en chef, Aku Kisai. Les troupes de Qin n'en reviennent pas, quelqu'un vient de réussir à détruire le QG ennemi et très probablement de capturer son général en chef. Et oui, disparu depuis plusieurs jours, Kanki était réapparu soudainement au QG général de Wei. Pendant que 4000 de ses hommes attaquaient de front le camp pour faire diversion, il s'infiltrera lui-même encore une fois dedans. Mais cette fois-ci, c'est la tête du général en chef qu'il est venu chercher. Tuer le général en chef de l'adversaire est le meilleur moyen pour réduire à néant la combativité de son armée. Kanki est d'humeur taquin. 地べたに這いつくばって必死に許しを請えば命だけは助けてやる。Aku Kisai, lui, ne va pas se démonter. バカにするなよ若造が。我は白騎祭貴国軍12万の総大将なり。秦国に頭を下げるくらいなら100回でも死んでやるわ。貴国人の誇り見せてやる。 Et Kanki va se faire un malin plaisir à le torturer devant ses propres soldats. せっかくカッコついたんだ。もうちょい頑張れよ。大バカだな。命乞いすりゃマジで助けてやったのに。 En voyant le camp brûlé, Renpa n'a plus d'autre choix que de reconnaître sa défaite. C'était fini. Le grand général Mogu remporte la bataille et capture la région de Sanyu. La nouvelle fera le tour des 7 royaumes comme une traînée de poudre. À Qin, c'est bien évidemment une explosion de joie. Quand le chancelier demande qui a contribué le plus à la victoire, c'est le nom de Kanki qui sera prononcé. La Chine venait de faire connaissance avec le bandit et elle n'aura pas fini d'entendre son nom. Ce n'était que le début. Chapitre 2. Allié ou ennemi? Kanki est vraiment un personnage fascinant. Il exerce sur les autres à la fois une force répulsive et attractive. Quand le protagoniste Shin le rencontre pour la première fois, il dégaine instinctivement son épée, alors qu'ils sont pourtant tous les deux alliés. En fait, Kanki dégage une telle aura hostile que vous vous sentez comme écrasé sous la pression. Ses yeux vous aspirent. Votre instinct vous hurle de vous protéger, vous vous sentez en danger. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous donne envie de croire en lui, de vous battre pour lui. Le personnage dégage une telle sérénité que tu te sens en sécurité avec lui. Il y a ce petit sourire narquois qui ne quitte pas son visage, qui vous donne cette impression que rien ne peut lui arriver, que rien ne peut le surprendre, qu'à la fin, ça sera toujours lui et sa ruse qui l'emporteront. Cette capacité à séduire des personnes qui lui sont hostiles, on le retrouve lors de l'arc de la coalition. Je vais essayer d'en dire le moins possible sur cet arc, car il est, à mes yeux, l'un des plus grands arcs de l'histoire des mangas, sans aucune exagération. Vous devez absolument le découvrir par vous-même. Mais très brièvement, voici le contexte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la région de Sanyu, fraîchement conquise, est le point de départ pour Qin pour envahir les 6 autres royaumes. Et ça, un stratège de Zhao, Riboku,
retenez bien son nom, l'a très bien remarqué. Il a tout de suite compris le danger que couraient les autres royaumes à cause de la prise de Sanyu. Il va secrètement rallier les 6 autres royaumes et 1 an après la bataille de Sanyu, les 6 autres états de la Chine vont déferler sur Qin pour mettre fin à son projet d'unification avant même qu'il ne débute. C'est simple, Qin est au bord de la destruction. Il est sur le point de se faire rayer de la carte. 500 000 soldats ennemis envahissent le territoire. Face à cette menace, le roi va convoquer en urgence tous les meilleurs généraux du royaume. Parmi ceux-là, 3 auront pour mission de protéger ce qu'on appelle la porte de Kankoku, une immense muraille qui protège le chemin qui mène à la capitale. Elle est réputée comme imprenable. Le général Shutu est chargé du centre de la muraille, Kanki de la partie de gauche et Mugu de la droite. Ce qui va nous intéresser dans cette bataille, c'est la dynamique entre Kanki et Shutu. Ces 2 personnages ne s'entendent pas vraiment, tout les oppose. Le général Shutu est un grand patriote. Pour lui, c'est une immense fierté de protéger la muraille. Il estime que c'est son devoir en tant que citoyen de défendre sa patrie et il est prêt à donner sa vie pour elle. Qin représente tout pour lui. Il se demande donc si c'est vraiment pertinent de confier une mission aussi importante pour la survie du royaume à un ancien bandit. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine. Peut-être que derrière ce bandit se trouve un fervent patriote prêt à donner sa vie pour Qin. Alors, il va lui demander. Et sa réponse va le choquer. Que Qin soit détruit ou pas, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce royaume? Ce n'est qu'un dépotoir où les élites font ce qu'ils veulent avec les plus faibles. Ce passage est pour le moins troublant. Pourquoi Kanki se bat pour Qin dans ces cas-là? Pour de l'argent? Pour la gloire? Pire encore, s'il s'en fout de Qin, est-ce qu'il serait pas capable un jour de les trahir? Peut-on vraiment lui faire confiance? Toi qui regardes cette vidéo, si tu veux la réponse, alors continue. Il ajoutera, si tu es vraiment prêt à tout pour ce royaume, alors quand tu seras dans la merde, n'hésite pas à ramper devant moi. Si tu m'implores la tête au sol en disant je t'en prie, aide-moi, alors je viendrai peut-être t'aider. Vous l'aurez compris, l'ambiance est glaciale entre les 2 hommes. Mais pour l'heure, revenons à la bataille. La bataille commence et face à eux, en bas des remparts, se trouvent 2 armées. Une armée de 100 000 soldats envoyés par Wei, commandée par le général Goumei, et une armée de 50 000 soldats envoyés par le royaume de Han, dirigée par le général Seikai. Les soldats de Qin pensant être intouchables au sommet de la muraille se trompaient. Wei n'est pas venu les mains vides, ils ont apporté d'immenses tours de siège capables d'atteindre les hauteurs des murailles. Qin va devoir repousser des vagues incessantes d'attaques ennemies. Pour l'anecdote, Kanki réussira à détruire l'une des tours grâce à de l'huile qu'il a volée dans les stocks de la capitale. Bandit un jour, bandit toujours. Bref, les combats vont se concentrer pendant 6 jours au centre de la muraille, sans changement significatif. Mais le 7e jour, le général en chef Seikai va mobiliser son bataillon d'empoisonneurs. Ils vont lancer des projectiles sur les positions du général Shotu qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Au 15e jour de la bataille, les combats vont atteindre leur apogée. Le général Shutu est submergé et il n'arrive plus à contenir l'adversaire. Et comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, les effets du poison se montrent. Les officiers de Shutu meurent un par un. D'ailleurs, lui-même n'en a plus pour très longtemps. Et cette idée lui est insupportable. Il bouillonne de rage. Lui, le fier général de Qin, en est réduit à devoir attendre que le poison le tue. Mais que peut-il bien faire d'autre? Il ne voit aucune autre issue. Qu'est-ce qui lui reste? Demander de l'aide à Kanki? Jamais. Il a sa fierté. Il ne s'abaisserait pas à demander l'aide d'un pauvre bandit. Et pourtant, c'est bien celui-ci qui a débarqué au centre. Mais il n'est pas venu pour les beaux yeux de Shutu, mais pour la tour de siège qui est devant lui. L'ennemi prend considérablement l'avantage et il faut donc marquer un gros coup pour renverser la vapeur. Kanki a un plan. Un plan complètement fou, un plan suicidaire, mais il a un plan.
il fait brûler une partie de la tour de siège grâce à ses derniers stocks d'huile et il balance des fumigènes dedans. C'est le chaos à l'intérieur de la tour où les ennemis se précipitent pour descendre. Kanki profitera de la confusion pour descendre également avec ses meilleurs hommes. Ils utiliseront les armures de Wei pour ne pas se faire repérer. L'objectif de Kanki est de prendre la tête du général en chef de Han. Depuis la hauteur des murailles, il a remarqué que son QG était plus avancé que celui de Wei, donc plus facile à atteindre. Mais pour ça, il va d'abord devoir traverser l'armée de Wei. Ces hommes sont tendus, c'est une mission suicide, c'est n'importe quoi. La nervosité les gagne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quand Kanki te sourit et te dit ça, tes doutes se dissipent, tu n'as plus aucune peur, tu es prêt à remplir ta mission. Et d'ailleurs, pour l'instant, personne ne les a remarqués, tout le monde est concentré sur la muraille. Ils vont donc se mettre à traverser tranquillement l'armée de Wei. La scène est surréaliste. Kanki se permettra même de dire aux archers ennemis de mieux viser. Son audace ne connaît aucune limite. Mais Kanki n'est pas seul. Derrière lui, il y a le général Shotu en train de le suivre. Et là, il se dit putain, Kanki, quel homme, quel cran et quel œil pour la stratégie. C'est pas normal. C'est la première fois que je vois un homme se battre d'une telle manière. Comment un bandit peut être aussi fort? Je vous passe les détails, mais ils réussiront à atteindre le QG du général en chef de Han. Les effets du poison s'intensifient. Shotu tient à peine debout, mais il rassemblera cette dernière force pour trancher Seikai. Kanki lui a donné l'opportunité de mourir comme il le souhaitait. Et là va s'en suivre ce qui est pour moi l'un des meilleurs passages de Kingdom. Kanki, pourquoi avoir décidé de te battre pour Kin? Si tu veux pas répondre, je vais le faire pour toi. Tu trouves la guerre plaisante, tu es accro à la sensation de gagner grâce à ton ingéniosité. C'est énervant, mais tu as aussi du talent. Je ne ramperai pas devant toi, mais promets-moi une chose. Kanki. Avant finalement de lâcher son dernier souffle. Waouh, c'est une bombe. Ces paroles de Shotu illustrent parfaitement cette capacité de Kanki à rallier les autres. Il a le haki des rois. Kanki s'en fout peut-être de Kin, mais est-ce si important? La seule chose qui compte au final, c'est son talent. Son intelligence est un véritable atout pour Kin. Et pour la première fois dans le manga, Kanki n'affiche pas son sourire narquois. Peut-être que les paroles de Shotu l'ont touché. On sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné son respect. Kanki empêchera son corps de tomber du cheval et il l'emmènera avec lui. Je ne vous en dirai pas plus sur la suite des événements de cette bataille, sachez juste que Kin va résister à l'invasion et poursuivre son objectif de conquérir le reste de la Chine. Un an après la bataille de la coalition, le général Mogu meurt de vieillesse. Pour l'homme qui lui a permis de devenir général, Kanki va brûler vif des prisonniers comme cadeau d'adieu. C'est un hommage dans le style Kanki. Quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment se battait Kanki sur un champ de bataille. Mais maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Car vous n'avez encore rien vu du personnage. C'est à partir de maintenant qu'on va passer aux choses sérieuses. En début de vidéo, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui adoraient Kanki. Ceci s'explique en partie par son style de combat qui nous offre des situations complètement folles comme vous avez pu le voir. Mais je vous ai dit également qu'il y a des personnes qui le détestent, que sa candidature au système des 6 grands généraux faisait l'objet d'une certaine résistance et il est grand temps d'en connaître la raison. Chapitre 3. Les événements de Kokuyu. 4 ans après la coalition, le roi de Qin reprend son projet d'unification. Et le premier royaume qui souhaite conquérir est le puissant état de Zhao, dont le chef des armées, Riboku, était à l'origine de la coalition. Le point d'entrée de la future invasion est la région de Kokuyu.
Si la région est prise, alors Kin pourra avancer plus en profondeur dans le territoire de Zhao. Kokuyu a la particularité d'être une région avec une végétation dense. Le plateau de Kokuyu présente 5 collines. L'objectif des deux armées sera de capturer la colline centrale. Celui qui la capturera aura gagné la bataille. Au vu de la configuration du terrain, l'état-major de Kin a confié cette bataille à Kanki. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première bataille du manga où Kanki est seul aux commandes. C'est également la première bataille où le protagoniste du manga, Shin, va se battre à ses côtés. Dès que notre héros arrive dans le camp de Kanki, il remarque tout de suite qu'ils sont différents. Il voit les soldats brigands de Kanki avec des bijoux volés. On remarque la présence de prostituées. On voit des prisonniers se faire décapiter. Bref, c'est le bordel. Ils sont naturellement mal à l'aise face au spectacle qui s'offre à eux. Kanki leur dira qu'ici, ils vont apprendre à se battre comme des hommes. だがここに来たからにはここのやり方に従ってもらう。ここでは略奪、虐殺、何でもやるからそのつもりでいる。勝つためだ。すべて。Alors, avant de parler de la bataille, intéressons-nous à la composition de l'armée de Kanki. Tout au-dessus de la hiérarchie, il y a Kanki. En dessous de lui se trouvent ses officiers, ceux qui exécutent ses ordres sur le champ de bataille. Ils sont au nombre de 5. Raido, celui qui joue les gros bras, Maron, le stratège, Kokuyu, Ringyoku et Naki. A noter que Naki sera affecté à l'unité de Shin pour qu'il les aide à comprendre les tactiques du boss pendant la bataille. Et il y a Ogiko. Ogiko, c'est un peu la mascotte du groupe. Il sert notamment de messager et de masseur pour Kanki. Parfois, il peut même intervenir pendant les réunions stratégiques. Ces officiers sont tous d'anciens chefs de clan que Kanki a ralliés à sa cause. D'ailleurs, au début, la cohabitation n'était pas simple. Raido a tenté 3 fois de tuer Kanki dans son sommeil. Quant à Maron, il a tout simplement essayé d'organiser un coup d'état pour lui prendre sa place. Bonjour l'ambiance. Et eux encore, c'est les plus sympathiques. Il y a 2 autres clans bien plus dangereux encore. Ils sont tellement dangereux que les soldats de l'armée de Kanki eux-mêmes n'osent pas les approcher. Le premier, c'est le clan dirigé par Zeno. À l'image de leur chef, le clan Zeno est une bande de bêtes sauvages, assoiffés de sang, qui ne vivent que pour la guerre. Ils n'ont pas peur de la mort et dans leur colère, ils peuvent même s'attaquer à leurs propres alliés. C'est la force de frappe principale de l'armée de Kanki. Le second est le clan Saki. C'est les hommes les plus cruels de l'armée de Kanki. Ce sont de véritables experts dans la torture. On ne connaît pas grand chose sur eux, mais même les hommes de Kanki n'osent les approcher. Voilà une présentation rapide de l'armée de Kanki. Face à eux, Riboku a chargé le général Keisha de les repousser. Pour l'aider dans sa tâche, on lui enverra le général Kisui. C'est le dirigeant d'une ville proche de Kokuyu, donc il connaît bien la région. La bataille de Kokuyu se déroulera en 2 phases. Je vais passer rapidement à la première parce que c'est la deuxième qui va vraiment nous intéresser ici. La première phase, c'est une bataille psychologique entre Keisha et Kanki autour de la colline centrale. Keisha est un général non seulement très intelligent, mais aussi très patient. Son style de combat est comparable à celle d'une araignée. Il tisse sa toile et attend sagement que sa proie tombe dans son propre piège. Après plusieurs jours de bataille, Kin est dans une position très favorable qui lui permettrait de capturer une bonne partie de la colline centrale. Shin et les officiers de Kanki n'attendent qu'une seule chose, c'est l'ordre d'attaquer la colline de Kanki. Les minutes, puis les heures passent et toujours rien. Aucun ordre n'a été envoyé par le boss. On lui envoie des messagers, peut-être qu'il n'a pas vu l'opportunité qui s'offrait à eux, mais toujours rien. La nuit tombe, le lendemain c'est toujours la même chose. Kin a encore cette opportunité de capturer une bonne partie de la colline, mais Kanki ne donne toujours aucun ordre. Face à ça, le général en chef Keisha perd patience. Il quitte ses positions et décide de s'attaquer à l'unité de Shin. Kanki sourit quand il voit ça, car le chasseur était devenu la proie. Le général Keisha a décidé de lui-même de se jeter dans la toile de Kanki, car ceux qui l'attendaient en bas, cachés en embuscade, c'était le terrible clan Zeno. Face à la puissance dévastatrice du clan, Keisha était sur le point de perdre la vie avant d'être sauvé in extremis par Kisui. Il réussira à sortir Keisha de ce piège mortel, et ce Kisui, ce n'est pas la première fois dans la bataille qu'il venait contrecarrer les plans de Kin. C'est vraiment un bon général. Mais ce n'est pas tout. Les troupes de Zhao sont anormalement motivées quand il apparaît sur le champ de bataille.
qui est-il vraiment? Ça cache quelque chose. Et quand on a besoin de soutirer des informations à l'ennemi, c'est le clan Saki qu'on appelle. Des prisonniers seront torturés de la pire des manières. À l'issue de l'interrogatoire, Kanki déclare « Kisui, hein, je vois, cette bataille est à nous ». On ne sait pas ce que Kanki a appris, mais après l'interrogatoire, il change de cible. L'ennemi prioritaire n'est plus Keisha, mais Kisui. D'ailleurs, Kanki ne le sait pas, mais entre-temps, Keisha se fera tuer et c'est Kisui qui prendra le commandement. Et c'est là que débute la seconde phase de cette bataille. C'est là que tout va s'enchaîner très vite. L'ordre est donné aux officiers en train de se battre sur la colline centrale de complètement se retirer. Complètement. L'ordre est tellement dingue qu'ils pensaient que les messagers se trompaient. Comment le boss peut abandonner la colline centrale alors que c'est la clé de la victoire? Ils sont furieux. Le soir, quand ils se regroupent au QG, l'atmosphère est pesante. Raido sera celui qui aura les couilles de se plaindre. Chef, je croyais que nous devions capturer cette colline, alors pourquoi on l'a abandonnée? Arrêtez de vous plaindre et faites-moi confiance comme vous l'avez toujours fait. Chacune de mes actions nous mènera à une victoire absolue. Et là, c'est la magie de Kanki qui opère. Les officiers se calment, tu as raison. C'est toujours comme ça avec tes plans, ils nous mènent à la victoire d'une façon auquel personne ne pouvait y penser. Pendant ce temps, Kisui, même s'il ne comprend pas la raison du retrait de Kin de la colline, lui, il ne va pas se gêner pour la capturer et la fortifier. Plus ils auront le temps pour la fortifier, plus les chances de la capturer pour Kin seront faibles. Ils passeront toute la nuit à le faire. Puis, le 5e jour se lève. Et Kisui ne s'attendait pas au spectacle qui se déroulait devant lui ce matin-là. Des nuages de fumée apparaissent à plusieurs endroits de la vallée. Notre héros, Shin, se rend sur l'un des lieux d'où provenait la fumée et il voit qu'un village a été entièrement brûlé. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de corps. Puis, ils entendent au loin les hommes de Kanki rigoler. Il les rejoint et là, c'est l'horreur. Il voit une pile de cadavres entassés les uns sur les autres. Ils ont été massacrés. Ce scénario, c'est ce qui s'est passé dans tous les villages aux alentours. Les gens qui habitaient étaient essentiellement des personnes âgées, des femmes et des enfants qui n'avaient nulle part où aller pour fuir cette bataille. Shin entre dans une colère noire. Il n'est pas naïf, il sait que la guerre provoque des morts, mais s'attaquer à des civils, c'est inacceptable. Il prend son cheval et galope seul à toute vitesse vers le QG de Kanki. Son lieutenant Kyukai le suit. Quand Shin débarque, il met une patate de l'espace à Raido. Ses hommes se jettent sur lui pour essayer de le tuer et Kyukai, elle prend tout le monde de surprise en pointant sa lame sous la gorge de Kanki. La situation est complètement hors de contrôle, c'est le chaos. Shin crie que ces méthodes de barbares ne permettront jamais d'unifier la Chine, car Shin, lui, c'est le meilleur ami du roi de Qin. Il sait que si le roi souhaite unifier les 7 royaumes, ce n'est pas pour le pouvoir, mais pour y imposer la paix. Mais comment Qin pourrait imposer la paix si, pendant l'unification, il y a de tels massacres? Kanki répondra « Je vois à ton air déterminé que tu penses réellement qu'en unifiant la Chine, la guerre disparaîtrait à jamais et que nous pourrions tous vivre dans une ère de paix. Mais unifier la Chine, ça sous-entend de recourir à la force, de tuer et encore tuer, encore et encore, jusqu'à ce que les autres pays ne puissent plus nous opposer la moindre résistance. Ça veut dire rafler les terres et confisquer tout ce qui se trouve dessus. Il faudra une demi-journée pour que Qin apaise ses problèmes internes. Zhao de son côté continuera à fortifier la colline pendant ce temps. Le 6e jour se lève, Kanki fait passer le message à toute l'armée. Soyez prêts, cette bataille se terminera aujourd'hui. Un messager vient voir Kisui et lui demande de le suivre. Kanki lui aurait offert un cadeau. Kisui le suit et plus il approche du fameux cadeau, plus il voit des soldats trembler sur son chemin. Quand il arrive enfin à sa destination, il lève la tête et là, c'est l'horreur. Il reste sans voix. Le clan Saki a préparé une arche avec le cadavre des femmes et des enfants capturés dans les villages alentours. Et il y a un message qui accompagne cette horreur.
Très cher et honorable Kisui, vos actions et votre bravoure ont été si louables au cours de cette bataille que je vous offre cette grande œuvre en votre honneur. Mon bon Kisui, j'espère que vous l'aimez car j'en ai prévu une plus grande encore dans votre belle cité de Rigan. Vous devriez l'aimer. Grâce à l'interrogatoire du clan Saki, Kanki a appris que Kisui était le gouverneur et le protecteur de Rigan, une ville non loin de là. それ以上に全てをかけてこのリガンの新しい父として今日まで我々のために戦ってくださっている。 Son père avant lui était mort en protégeant cette ville et lui avait juré qu'il ferait tout pour le protéger à son tour. Ces soldats viennent eux aussi de cette ville où se trouve toute leur famille. Au même moment, un autre messager arrive. L'armée de Kanki quitte la vallée de Kokuyu et se dirige vers la ville. Et là, c'est le début d'un combat psychologique terrible pour Kisui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit les poursuivre pour les empêcher de détruire Rigan, là où se trouve leur famille, ou est-ce qu'il garde sa position dans la forteresse, garantissant la victoire à Zao? Les officiers de Zao qui ne sont pas de Rigan lui disent que c'est du bluff, que c'est un piège pour le faire sortir. Lui aussi sans doute, mais est-ce qu'il peut prendre ce risque? Quelle décision prendra-t-il? Le cœur ou la raison? La famille ou la patrie? À Rigan, on fait sonner les cloches, une armée arrive au loin. Les gens paniquent jusqu'à ce qu'ils remarquent que c'est en fait l'armée de leur leader, Kisui. Il a décidé d'abandonner la colline avec une grande partie de ses troupes pour sauver Rigan. Dès que Kisui s'était éloigné de la colline, Shin et le clan Zeno qui attendaient juste en bas la capturèrent. Kanki, quant à lui, dès qu'il avait suffisamment éloigné Kisui, il revint vers Kokuyu et grimpa tranquillement au sommet de la colline. Grâce à la pression psychologique qu'il a exercée sur son adversaire, Kanki remporte une victoire totale à Kokuyu. En plus, il n'y avait même plus besoin de la fortifier, Zao avait fait le travail pour eux. C'était un pari très risqué de Kanki. Si Kisui n'avait pas flanché, Zao aurait remporté la victoire. Mais c'est ça la plus grande force de Kanki, il est capable de prendre de grands risques pour obtenir de grands résultats. En massacrant tous les villageois de la zone, il a montré à Kisui qu'il était vraiment capable de mettre ses menaces à exécution. Et c'est ce qui fait de Kanki de quelqu'un de particulièrement dangereux. En s'affranchissant de toutes les règles éthiques et morales, il élargit son champ de possibilités durant une bataille. On apprend d'ailleurs que grâce à ce plan, Kanki a eu moins de la moitié des pertes estimées par l'état-major. Aucun autre général de Qin n'aurait pu remporter cette bataille avec aussi peu de pertes. C'est un immense exploit. Et c'est là que les débats font rage parmi les fans. Pour une partie des lecteurs, rien ne justifie le massacre de civils. Absolument rien. Pour les autres, ça peut se justifier dans la mesure où, en massacrant une centaine de civils, Kanki a remporté non seulement la victoire, et en plus de ça, il a économisé la vie de 10 000 soldats. Est-ce que la vie de 200 civils est plus importante que celle de 10 000 soldats? Est-ce que l'éthique et la morale peuvent résister à la réalité de la guerre? Voilà les sujets de réflexion que nous apportent les batailles de Kanki. Mais au final, qui est vraiment Kanki? Pourquoi est-il aussi fort? D'où vient-il? Est-ce qu'il a une famille? Personne ne le sait, même ses officiers. La seule chose qu'on sait de lui, c'est que c'est la rage qui l'anime. Une rage si brûlante qu'elle pourrait faire fondre des rochers. Une rage dirigée contre tout. Mais comment ça contre tout? Ça veut dire quoi contre tout? Si vous voulez le savoir, alors continuez cette vidéo. Fait étonnant, Naki, qui avait rejoint temporairement l'unité de Shin pendant cette bataille, va faire la demande auprès de Kanki pour les rejoindre. Cette demande va beaucoup irriter Kokuyu, Maron et Raido, mais Kanki acceptera. Après tout, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans cette armée. Non loin de là, le plus grand général de Zao, Riboku observe la colline de Kokuyu. C'est ma faute. 歓喜の力を見誤りました。ここで傾斜に誓っておきます。私がこの手で仇を討つと。Le meilleur est encore à venir, je vous l'assure. Chapitre 4. Le retour du système des 6 grands généraux. L'année d'après,
Qin lance une très grande offensive contre Zhao. Plus de 200 000 soldats sont mobilisés et divisés entre 3 armées. L'armée d'Usen, de Yotanwa et l'armée de Kanki. Ensemble, ils réussiront à capturer la deuxième plus grande ville du royaume. Maintenant que Qin est plongé profondément dans les territoires d'un état ennemi, le roi décide de convoquer les 6 meilleurs généraux du royaume à la capitale. Aujourd'hui marque un grand tournant pour la nation de Qin, car nous allons rétablir l'institution des 6 grands généraux. Grâce à elle, au temps du roi Shō, la nation de Qin connut une large expansion territoriale. Désormais, je crois que nous allons avoir besoin de ce système. Ce système offre aux généraux qui en font partie une plus grande liberté de faire la guerre. Ils n'auront plus besoin d'attendre les ordres de la capitale, ils pourront prendre leurs propres décisions sur le terrain pour pouvoir vaincre leur adversaire. En effet, loin de la capitale, les généraux n'auront pas le loisir d'attendre les ordres pour agir face aux manœuvres adverses. La vitesse de la prise de décision sera un facteur important pour la réussite de la conquête. L'heure est donc venue de ressusciter ce système. Le roi procède à la cérémonie. Tout d'abord, premier général Mobu vient. Ensuite, le second général Tu. Troisième général Usen. Quatrième Yotanwa. Et le cinquième général Kanki. À la nomination de Kanki, on sent qu'il y a de la crainte et qu'il y a eu beaucoup d'hésitation pour sa candidature. Le ministre de la gauche prévient que la liberté de la guerre vous soit accordée ne vous autorisera jamais à faire n'importe quoi. Les massacres et toute forme de barbarie à l'égard des civils est formellement interdite. Un poil provocateur, Kanki demandera pourquoi tout le monde le regarde quand on lui dit ça. On se le demande bien. Quoi qu'il en soit, le roi fait apporter la statue en or d'un oiseau à 6 ailes. Chacun des 6 grands généraux recevra une aile symbolisant non seulement leur nouveau rang, mais également pour leur rappeler la mission quasi divine qui leur est confiée, celle d'unifier la Chine. La question que vous vous posez maintenant, c'est qu'est-ce que va faire Kanki ? Comment va-t-il agir maintenant qu'on a offert à ce bandit la liberté de faire la guerre ? Si vous voulez des réponses, ça tombe bien, c'est lui qui va être le premier à user de ce nouveau pouvoir. Comme je l'ai dit, 3 armées de Qin sont parties envahir Zhao, l'armée de Yotanwa, Usen et Kanki, et ils s'approchent dangereusement de la capitale. Et voici la configuration actuelle. Face à chacune des 3 armées se trouvent des lignes défensives de Zhao. Le gros problème, c'est que derrière ces lignes de défense se trouve l'armée de la capitale dirigée par Koshou de 150 000 hommes. Si l'un des 3 généraux de Qin souhaite avancer, il devra non seulement se battre contre des positions défensives ennemies, mais ils devront également se battre contre Kochou qui leur viendrait en renfort. Ce que personne ne souhaite, car l'ennemi serait alors en nette supériorité numérique. Pour vous donner une idée, le général qui osera s'avancer devra se lancer dans une bataille avec ses 80 000 soldats contre 240 000. Dans le QG des 3 armées, on espère secrètement que ça soit l'une des 2 autres armées qui se lancera à l'assaut. Personne ne veut bouger et on peut les comprendre. Il faudrait être fou pour se battre dans de telles conditions. Et qui est l'homme le plus fou de Qin, capable de faire des exploits sortis de nulle part? Qui sait si ce n'est Kanki? Le bandit ordonne à son armée d'avancer. Et comme prévu, l'armée de Kochou commence à se diriger vers eux. Maron supplie Kanki. Boss, nous devons reculer, c'est du suicide. Mais le boss est inflexible. Continuez d'avancer. Dans le QG d'Usen, on s'interroge. Qu'est-ce que Kanki compte faire avec si peu d'hommes? Usen, qui est pour moi le plus grand stratège de Qin, dira « Même moi, je n'arrive pas toujours à comprendre ce qu'il veut faire, c'est ce genre d'homme qu'est Kanki. » Cette fois-ci, on ne prend pas de risque. Les habitants de la région seront évacués vers le nord, c'est l'armée de Kanki qui approche. Tout le monde le connaît maintenant à Zhao. En tout cas, c'est la panique dans le QG de Kanki. L'armée de Kochou est presque là et Kanki, lui, est parti dormir. Oui, il est vraiment parti dans sa tente. Il a confié le commandement à Maron avec juste 2 ordres. Battez-vous et interdiction de fuir. Une fois n'est pas coutume, l'atmosphère est lourde dans le QG de Kanki. Et là, il va y avoir une discussion plus importante qu'elle en a l'air entre les officiers. Raido dira que l'alcool qu'ils buvaient à l'époque où ils étaient que de simples bandits avait meilleur goût que l'alcool de haute qualité qu'ils boivent actuellement. Et en fait, ce qu'essaie d'expliquer Raido avec cette métaphore, c'est qu'au fil des années, il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'armée de Kanki. Aujourd'hui, ils ont une meilleure position, de bien plus grande richesse qu'à l'époque où ils étaient que de simples bandits, et pourtant, les choses n'ont plus le même goût qu'avant. Il y a une certaine lassitude de la guerre.
de toutes ces batailles. Mais il remarquera que Kanki, lui, au contraire, n'a absolument pas changé, qu'il a toujours cette même envie de se battre, toujours cette même hargne. Il y a quelque chose qui le maintient fermement accroché à sa voie. Mais qu'est-ce que ça peut être? Quelle est la raison qui pousse Kanki à se battre, se demandera-t-il. La réponse à toutes ces questions arrive bientôt. Raido conclura: allez, battons-nous, faisons-lui confiance comme d'habitude. C'est ainsi que débuta la bataille de Eikyu. 80 000 soldats de Kanki, l'un des 6 grands généraux de Qin, contre les 240 000 soldats de Zhao, dirigés par Kochou. Les jours passent et les rapports que reçoit Usen sont toujours les mêmes. L'armée de Kanki est gravement en difficulté face à Kochou. Ils ne font que reculer depuis 8 jours. C'est la merde sur tous les fronts. Pour l'instant, ça tient, mais pour combien de temps encore? On apprend que certains soldats commencent à fuir sur le champ de bataille. Mais pour l'instant, Kanki ne donne toujours pas d'ordre. Il est toujours dans sa tente à prendre du bon temps avec des femmes. Le 10e jour, les désertions se multiplient. Maron perd espoir et envisage lui-même de s'enfuir. Les troupes continuent de reculer et toujours rien du côté de Kanki, rien si ce n'est qu'il envoie Ogiko livrer en urgence à Raido un message. Kanki lui révélera son plan caché et uniquement à lui, pour qu'il n'agisse pas de manière imprudente, de façon à ce qu'il ne mette pas sa vie en danger pour rien. Raido est heureux. Kanki avait bel et bien un plan. Et quelle est la première chose que va faire Raido? C'est faire une chose imprudente. Il se fera capturer avec ses hommes et il sera envoyé au QG de Kochou. Celui-ci va faire venir des tortionnaires. Il commencera tout d'abord par lui couper les doigts pour le fait d'avoir massacré le fils de l'un de ses généraux. Ensuite, il lui fera couper son bras pour le massacre des civils à Kokyu. La séance de torture va continuer encore de très longues minutes. Puis, Kochou va lui faire une proposition. Dis-moi ce que prépare Kanki et je te libère. En voyant le regard de Raido, Kochou comprend qu'il trame bien quelque chose. Tes subordonnés sont déjà presque morts, personne ne te jugera si tu me le dis. Ferme-la. Je sais très bien que personne ne me jugera si je te dis tout. On est des bandits. On n'a pas de fierté et encore moins de loyauté. Même Kanki, s'il était là, il m'aurait dit « Grouille-toi de cracher le morceau, imbécile !» en éclatant de rire. Parce que c'est le genre de personne qu'il est. Et c'est exactement pour ça que je ne te dirai absolument rien, Kochou. La scène est vraiment très forte. Ces tortionnaires le menacent de le torturer encore plus fort. Faites ce que vous voulez. Notre clan Saki est bien plus cruel. J'ai déjà vu pire que vous. Avant de se faire exécuter, il dira « J'aurais tellement voulu parler au boss une dernière fois ». Kochou ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient de faire aura de très grandes conséquences. Revenons à la bataille. Dire que la situation est critique serait un euphémisme. L'aile droite et le centre s'écroulent. Ils battent en retraite et se font pourchasser par Zhao. La seule bonne nouvelle vient de l'aile gauche, où l'unité de Shin, elle aussi présente lors de cette bataille, a réussi à prendre le dessus sur leur adversaire et s'avance maintenant vers le QG de Kochou. Si Kochou permet à son centre et son aile gauche de poursuivre leur ennemi en pleine fuite plus loin, il avait demandé par précaution à ce que 5000 soldats restent en arrière. Ces 5000 soldats seront envoyés contre l'unité de Shin qui ne pourra plus avancer. Tout se passe donc pour le mieux. Mais les généraux de Zhao qui sont au front n'arrivent pas à profiter de leur victoire. Ils sont en train de pourchasser l'armée de Kanki qui est en pleine fuite, mais lui-même reste introuvable. On déploie beaucoup d'hommes pour le retrouver, il est la cible prioritaire, donc il continue à s'éloigner pour le retrouver. Et pourtant, ils ne trouvent toujours pas sa position. En réalité, ils ne la trouveront jamais. Kanki est bien présent sur le champ de bataille, et pas n'importe où, vous allez le voir. Un messager arrive en urgence dans la tente de Kochou. Messire, des ennemis sont apparus en face du camp. Un autre message arrive. Messire, nous sommes attaqués à l'ouest du camp. Et encore un autre. Messire, on nous attaque par la gauche. Et là, c'est la panique dans le QG. Ils sont attaqués sur 3 fronts. Parce que l'endroit où Kanki est apparu, c'est juste devant eux. Et là, Kochou commence à comprendre. Il commence à comprendre le plan que Kanki avait imaginé avant même le début de cette bataille. Avant qu'il arrive, Kanki avait caché ses meilleurs hommes dans les environs. Ensuite, il savait très bien que face à 240 000 soldats, son armée s'effondrerait et les brigands qui la composent s'enfuiraient dès que possible. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient, car en s'enfuyant dans tous les sens, ils ont obligé l'armée de Zhao à les poursuivre loin, toujours plus loin
du QG de Koshu. Kanki avait confiance en la force de Shin. Il savait que ce dernier réussirait à prendre l'avantage sur l'aile gauche, obligeant Koshu à y affecter ses dernières réserves. Il avait maintenant une ouverture pour l'attaquer directement. Avant même le début de la bataille, Kanki avait prédit exactement ce qui allait se passer. Et Kanki n'a pas fini de jouer avec lui. Koshu veut fuir, il foncera donc vers la seule direction où le camp n'est pas attaqué. Et c'est tout simplement là où Kanki voulait qu'il y aille. Koshu et ses hommes se font brutalement attaquer. Eux qui pensaient avoir obtenu la victoire il y a quelques instants encore se retrouvent au milieu d'un cauchemar. Koshu se fera littéralement massacrer. Maintenant, l'heure est venue de renverser la situation, parce que l'armée de Qin est toujours en train de se faire écraser sur le reste du champ de bataille, et c'est là que débute une guerre d'information. Kanki montre la tête de Koshu aux soldats de Zhao sur place et les laisse s'enfuir dans toutes les directions pour propager la nouvelle. De son côté, Maron reçoit également l'information et fait de même. En très peu de temps, tout le champ de bataille était au courant de sa mort. L'armée de Zhao plonge alors dans la confusion. Mais ce n'était pas tout. On leur dira que c'est une attaque surprise de Doucen avec 100 000 hommes qui a tué Koshu et qu'ils étaient déjà en train de venir sur eux. Il paraît même que l'armée de Yotanwa aussi est en route. L'armée de Zhao ne comprend plus rien. Ils étaient en train de perdre leur combativité. Et le comble du cynisme, c'est les soldats de Kanki qui faisaient passer le message suivant. Nous sommes des soldats Doucen. Nous, on fait pas de mal à ceux qui se rendent. Rendez-vous vite à nous, ça sera mieux que de se faire capturer par Kanki. Et c'est pas terminé. En voyant le vent tourner, tous les soldats de Kanki qui avaient fui les combats étaient en train de revenir à toute vitesse sur le champ de bataille, comme si de rien n'était. Il restait bien 2 généraux à Zhao capables de stopper l'hémorragie, mais ils seront pris en chasse et seront contraints de s'enfuir, laissant l'armée de Zhao sans commandant. Et sans commandant, certains soldats prendront la fuite, quant aux autres, ils se rendront. La victoire est totale et elle dépasse très largement les prévisions les plus optimistes. Le nombre de prisonniers était de 100 000. Jamais l'armée de Kanki n'avait eu autant de prisonniers. C'est très certainement la plus grande victoire de son histoire. Koku, Maron et Ringoku se retrouvent. Ils sont bien évidemment heureux d'avoir gagné. Ils s'en vont rejoindre Kanki pour célébrer ça, mais quand ils le trouvent enfin, il ne prononce pas un mot. Il a l'air très contrarié. Il leur fait juste signe d'ouvrir un coffre. Et quand il l'ouvre, il découvre le corps de Raido en morceaux. Ceux qui lui avaient fait ça ont préféré se suicider plutôt que de tomber entre les mains du clan Saki. Sage décision. Seul un d'entre eux était vivant, il témoignera. Nous l'avons violemment torturé dans le but de lui faire avouer le plan, mais il n'a rien dit. S'il avait parlé, le plan serait tombé à l'eau et l'armée de Qin aurait été complètement anéantie. Et c'est précisément à cet instant que Kanki va poser une question qui restera gravée à jamais dans la mémoire des fans. Combien sont-ils? Kanki, on ne va quand même pas. Maron, combien sont-ils? On ordonne à l'unité de Shin de poursuivre les fuyards de l'armée de Zhao. Mais le vrai but derrière cette manœuvre, c'est d'éloigner le seul homme capable de s'en prendre à Kanki pour le massacre qui va suivre. L'ordre est donné, tous les prisonniers doivent être décapités. Et là, je dois vous préciser que Kingdom est un manga historique. Les événements qui arrivent au cours du manga sont des événements qui ont vraiment existé. Ce massacre est bien réel. C'est ainsi que dans les mémoires historiques relatant cette époque, on peut lire 13e année du règne d'Eisei. Le général Kanki attaque le territoire de Heiyu, il vaincut Koshu, général de Zhao, et décapita 100 000 soldats. C'est un coup de tonnerre. Quand le roi de Qin apprend la nouvelle, il est sous le choc. Comment peut-il unifier la Chine avec de tels agissements? Des voix s'élèvent. Pourquoi avons-nous laissé cet homme devenir l'un des si grands généraux? 10 jours plus tard, c'est l'alerte générale dans le QG de Kanki. Une immense armée approche, c'est l'armée du roi. Maron comprend très vite la gravité de la situation. Si le roi vient lui-même sur le front, c'est qu'il doit être terriblement en colère. S'il vient avec toute une armée, c'est peut-être pour en finir une bonne fois pour toutes avec eux. Maron ordonne aux officiers de se préparer pour une bataille. La tension est à son maximum. 新国左丞相将軍君である。そしてここにおられるお方こそ
我が国の大王第31代神王衛星様である。 Les deux armées se rencontrent, Kanki l'accueille façon Kanki, pieds croisés sur la table, le ton est donné. Le roi va droit au but. Pourquoi avoir massacré des prisonniers? Comme ça, j'avais envie de les buter, alors je l'ai fait. Kanki, les lois de la guerre interdisent le massacre des prisonniers. C'est inexcusable. Selon tes prochains mots, je pourrais ordonner ton exécution. Donc réponds-moi, pourquoi les avoir tous tués? Je sais plus, je vois. Hyushiga prend sa tête. Le soldat attaque Kanki, Koku tente de s'interposer et c'est là qu'intervient Maron. Si Kanki ne tient pas la vie, lui, il veut pas mourir ici. Donc il va continuer la discussion à sa place. Nous n'avions pas le choix, notre victoire relève du miracle. C'est grâce à nos fausses annonces qu'ils se sont rendus. Mais s'ils avaient découvert la vérité, ils seraient révoltés. Et nous n'aurions pas été assez pour les stopper. Nous n'avions pas le choix. Dans ce cas, était-ce vraiment nécessaire de tous les tuer? Tuer la quantité nécessaire pour équilibrer les forces n'aurait-il pas été suffisant? Vous n'avez pas besoin de tous les tuer. Kanki prend la parole. C'est toi qui as lancé cette invasion. Par conséquent, c'est toi qui as le plus de sang entre ses mains, roi de Qin. On parle de prisonniers. Je ne me rappelle pas t'avoir donné l'ordre de les massacrer. C'est les conséquences de la guerre que tu as initiée. C'est vrai. C'est pour ça que je suis venu pour te juger. Si nous ne sommes pas capables d'unifier les gens après la guerre, alors toutes ces guerres seront inutiles. Attends un instant, t'es sérieux? Mettons les massacres de côté, envahir leurs maisons, tuer leurs maris, leurs fils, les piller. Tu crois vraiment qu'une paix sera possible avec ces gens après tout ça? Ouais, on pourrait unifier les États, terminer avec les guerres et vivre heureux après ça, mais l'humain permettra jamais que ça arrive. Tu as une trop grande estime de l'homme, roi de Qin. Bref, quel est le verdict? Tu vas prendre ma tête, oui ou non? Si tu le fais, tu mourras ici. J'étais venu pour prendre ta tête si tu n'avais pas de bonnes raisons pouvant expliquer ton action. Les explications de Maron suffisent pour te sauver. Ah oui? J'ai trouvé ces excuses plutôt creuses. Il y a une autre raison pour laquelle je te pardonne. Ton exploit contre l'armée de Kochou est un véritable miracle. Le chef de notre état-major estime que ton succès a été très important pour notre quête d'unification. En prenant tout ça en compte, j'ai décidé de te pardonner. Mais ceci est ta dernière chance. Au prochain faux pas, peu importe l'excuse, tu seras exécuté. Et la prochaine fois que tu te présentes face à moi avec les pieds sur la table, je te couperai la tête. Et c'est ainsi que le roi s'en alla. Ce passage résume parfaitement l'histoire de Kanki. C'est un criminel qui mérite la mort, mais son génie à la guerre fait de lui un élément indispensable si vous souhaitez gagner des guerres. D'ailleurs, petite anecdote historique, à cette époque, on octroyait des promotions et des récompenses aux soldats de Qin en fonction du nombre de crânes qu'ils apportaient. Ce système sera aboli après ce massacre de masse commis par le vrai général Kanki, c'est complètement fou. Quand le soir tombe, Naki rend visite à ses anciens compagnons. Il souhaite voir comment va le boss, mais on lui dit qu'il n'est pas disponible. En discutant avec Maron, Ringyoku et Koku, il fera une remarque intéressante. Bien que le clan Saki soit le plus ancien dans l'armée de Kanki, leur chef ne fait pas partie des officiers. C'est étrange. Pendant ce temps, Kanki est dans son lit, avec une femme, jusque-là rien d'anormal, mais cette femme n'est pas comme les autres. C'est une femme provenant du clan Saki. Comme toujours avec ce personnage, on est dans le brouillard. Quoi qu'il en soit, la conquête doit continuer. Inutile de préciser que Kanki est devenu l'ennemi numéro 1 de Zhao. Tout le monde veut sa tête. À Qin, on change de stratégie. Au lieu de continuer vers la capitale, il se dit qu'il serait préférable avant de conquérir le nord de Zhao. Ainsi, la famille royale n'aurait plus aucun endroit pour fuir une fois que sa capitale sera capturée. C'est ainsi que l'armée d'Usen et de Kanki seront réorientées vers le nord. Ils bougeront rapidement pour essayer de prendre par surprise Zhao avec cette nouvelle stratégie. En remontant vers le nord, l'armée d'Usen et Kanki assiègent ensemble la forteresse d'Atsuyo. Le siège durera 3 fois plus longtemps que prévu. Et pour cause, les soldats de Zhao se battent avec plus d'ardeur depuis le massacre de masse de Kanki. La forteresse sera finalement capturée. Les hommes d'Usen qui ont participé activement à sa capture doivent se reposer. Pour éviter de perdre trop de temps et de laisser à Zhao le temps de rassembler une grande armée au nord, la décision fut prise d'y envoyer l'armée de Kanki seule. Mais ce n'est pas grave, Qin lui envoie en renfort 200 000 soldats, c'est colossal.
Mais il y a un petit problème. Si Qin souhaitait prendre de vitesse Zhao avec son nouveau plan en passant par le nord, il se trouve que Riboku avait parfaitement compris leur intention depuis le début. Il s'est donc parfaitement préparé à cette attaque. Il veut utiliser le nord de Zhao pour piéger un par un les grands généraux de Qin et ensuite recapturer tous les territoires perdus. Il avait envoyé des renforts à Tsuyo pour que la prise de la forteresse fatigue le plus possible l'armée d'Usen, l'empêchant de continuer tout de suite avec l'armée de Kanki. Il avait également anticipé les renforts de 200 000 soldats. Il les attaquera par surprise et seuls 50 000 d'entre eux réussiront à rejoindre l'armée de Kanki. Avant de continuer plus loin dans le nord, les stratèges se réunissent dans le QG de Kanki. Avec le renfort des 50 000 hommes, ils sont maintenant 140 000. Ils doivent trancher. Faut-il continuer à avancer ou faut-il attendre quelques semaines voire quelques mois pour continuer l'attaque sur le nord? Si nous, les lecteurs, savons que Riboku est parfaitement au courant de leur intention et qu'ils s'y préparent depuis plus de 6 mois maintenant, les stratèges eux n'en ont aucune idée. Ils pensent toujours que leur attaque surprise est une surprise. Avec cette idée en tête, la décision fut prise de continuer. L'armée de Kanki continue donc de s'enfoncer toujours plus profondément vers le nord et se dirige maintenant vers la forteresse de Gihan, leur cible principale. Pendant ce temps, Riboku prend la parole dans la forteresse. En ce moment même, une armée de 140 000 soldats de Qin quitte Sekirei et se dirige ici à Gihan. Leur commandant en chef est Kanki, ce même Kanki qui a décapité 100 000 de nos hommes. Si Gihan venait à tomber, la famille royale de Zhao perdrait alors tout refuge. Donc si la capitale tombe, alors l'état de Zhao disparaîtra. Mais pour le moment, ne pensez pas à la capitale, ne pensez pas à la lignée royale et à tout le reste. Ce que vous devez d'abord penser, c'est de protéger vos terres du nord, c'est de protéger vos familles, vos mères, vos enfants, tout ce que vous aimez. Si vous vous battez avec cette pensée, il sera impossible que nous, habitants du nord de Zhao, soyons défaits. Riboku n'est pas seulement le plus grand général de Zhao, c'est lui, Zhao. C'est lui qui a su unifier son armée et son peuple dans ces moments de crise pour affronter Qin. Il est leur dernier espoir. En concluant avec un mort à l'envahisseur, Riboku gonfle à bloc leur combativité et, dorénavant, tout est prêt pour le choc contre Kanki. Riboku avait promis de le tuer, va-t-il tenir sa parole? Nous allons voir. Chapitre 5. Le passé de Kanki. Kanki arrive à Gihan. Rien n'est laissé au hasard. Le lieu de la bataille est une immense plaine, sans forêt ou sans montagne, comme les aime Kanki et son armée. Dès qu'ils arrivent, c'est l'effroi. Bien qu'ils soient arrivés avec une armée gigantesque de 140 000 soldats, ils découvrent qu'en face, ils étaient plus, beaucoup plus, ils étaient 310 000. Ça s'annonce impossible. Dès que Qin arrive, Riboku ordonne une attaque générale. Ils encerclent rapidement l'armée du bandit. Les combats font rage, ils sont très violents. Sur l'aile gauche, Shin réussit une percée et quitte le champ de bataille, poursuivi par la cavalerie de Zhao. Au centre, Kanki met en place une étrange formation. Militairement, elle ne semble pas avoir de réelle valeur, mais comme c'est lui qui le met en place, on n'ose pas trop s'en approcher. En réalité, cette étrange formation n'avait qu'un seul but, gagner du temps. Kanki sait qu'il n'a aucune chance de s'enfuir dans ces conditions, donc il veut attendre que la nuit tombe, là où lui et ses hommes sont les meilleurs, là où ses chances de fuir augmenteront. Quand la nuit commence à tomber, Kanki ordonne une attaque sur sa droite pour sortir du piège de Riboku. Ils réussiront à sortir de l'encerclement grâce à la force dévastatrice du clan Zeno. Mais cette percée a eu un prix. En dehors du chef Zeno, tout le reste du clan mourra. Kanki venait de perdre son plus puissant clan. Même si son armée réussit à sortir de cette cage, ils vont tous se disperser et se faire sauvagement poursuivre par l'armée de Zhao. Nuit ou pas question de les laisser s'échapper. Les hommes de Kanki se font capturer et massacrer en grand nombre. Lui est toujours un cavale. Pendant ce temps, Shin a réussi à semer ses poursuivants. En se cachant dans une petite forêt, il tombe nez à nez avec l'arrière-garde de Kanki, avec leur engin de siège. Mais il n'était pas seul. Le clan Saki est également présent. Et il semble particulièrement tendu. La situation de Kanki a l'air de beaucoup les inquiéter. En réalité, ils souhaitent capturer Gihan pour lui donner une chance de renverser le cours de la bataille. Mais seuls, ils n'ont aucune chance.
Naki leur propose un deal. On va vous aider à capturer Gian, ce qu'ils doivent faire en réalité dans tous les cas pour le bien de cette bataille, et en échange, vous nous dites tout ce que vous savez sur Kanki. Belle technique de manipulation. Le chef du clan s'avance et accepte la proposition de Naki. En guise de bonne foi, il retire son masque et là, à la surprise générale, le chef du clan Saki, le chef du clan le plus redouté de la Chine, est une femme. D'ailleurs, on l'avait déjà vu, c'était elle qui était présente dans le lit de Kanki. La ville de Gan sera rapidement conquise quelques heures après. Et le moment que je vous tease depuis le début de cette vidéo, le flashback qui va enfin commencer à répondre à nos questions va commencer. La chef commencera directement par lâcher une bombe. Le clan Saki tel que vous le connaissez aujourd'hui est entièrement la création de Kanki. C'est lui qui l'a façonné. Le flashback commence. Un jour de forte pluie sur un chemin de montagne, des enfants découvrent un autre enfant de 13 ans à moitié mort. C'était Kanki. Les premières paroles de Shio, qui se trouve être la grande sœur de la chef actuelle, seront « Quel garçon magnifique ». Elle l'intégrera directement au groupe. Shio ne le savait pas encore, mais cette décision va radicalement changer son groupe. Une fois remis de ses blessures, Kanki part à la découverte de ce groupe qui l'a recueilli. Première chose qui le frappe, c'est qu'il n'y a que des enfants. Certains sont blessés, d'autres mutilés. En fait, ce sont d'anciens esclaves qui ont soit été abandonnés par leur maître, soit qui ont réussi à leur échapper. Tous les enfants ici ont été victimes de torture. L'un d'eux, par exemple, Sho, porte toujours une cagoule. Il était l'esclave du seigneur local qui s'amusait à lui brûler le visage et lui arracher la peau, comme ça, juste pour le plaisir. Pour survivre, ils sont contraints de voler les marchands qui traversent la région. Cependant, Shio impose des règles. Interdiction de faire du mal aux victimes et on ne vole que ce qui est nécessaire pour pouvoir survivre. D'ailleurs, si c'est elle qui dirige, c'est parce que c'est elle qui a l'origine de ce groupe. Elle recueille les orphelins des environs et fait tout son possible pour les protéger, les soigner et les nourrir. Certains enfants ont à peine 3 ans. On peut dire que Shio a créé une véritable famille pour tous ces enfants abandonnés à leur sort. Quand soudain, un cri se fait entendre au loin. Le camp est attaqué par un groupe de 5 brigands. Ce sont les hommes du clan Ruo, le plus puissant clan de bandits de la région. Quand Kanki arrive, les cabanes sont en feu. Plusieurs enfants ont déjà été tués. Les brigands sont en train de voler le peu de réserve de nourriture qu'ils avaient. Évidemment, que pouvaient faire des enfants face à des adultes? Ils regardent impuissants la scène. Mais il y en a un, ça le démange d'aller les affronter. Kanki est prêt à sortir son épée, mais Shio l'arrête. Si tu les tues maintenant, ils reviendront plus nombreux. Et ça sera encore pire. Nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser faire si on veut continuer à vivre ici en paix. On a déjà fait tant de sacrifices jusqu'à présent. Ne porte pas ton épée contre eux, Kanki, je t'en supplie. Avant de repartir, les brigands ont une dernière chose à faire. Shio, suis-nous dans la cabane. On va faire comme d'habitude. Viens vite, sinon on le fera sur les plus jeunes filles du groupe. Shio s'avance et les suit vers la cabane. Tel était le fardeau de cette jeune fille, prête à tout pour protéger les autres. Kanki lui dira bien de ne pas y aller. J'ai l'habitude, dira-t-elle. Patientez juste quelques instants. La pauvre fille est toute tremblante. Et alors que les brigands sont sur le point d'entrer dans la cabane, le jeune Kanki de 13 ans bondit sur eux. Avec un poignard, il crève l'œil du premier. Il poignarde les testicules du deuxième. Il balance son arme sur le cou d'un troisième. Puis il dégaine son épée et les achève en quelques instants. Le quatrième le supplie de l'épargner. Ah bon, dira Kanki. Ces enfants, ne vous avez pas aussi supplié de les épargner quand vous les avez tués? Kanki l'achève aussitôt. Il n'en restait plus qu'un. Pour le cinquième, Kanki va faire quelque chose de très intéressant. Après l'avoir immobilisé, il demandera aux autres enfants de l'achever. Son but est clair, il veut leur faire comprendre que eux aussi pourraient en être capables. Mais pour ça, il faut encore en avoir l'envie et le courage. Les enfants se jettent alors sur lui et le taillent en pièces.
Tiens, ça c'est pour ceux que t'as fait aux autres. Tiens, ça c'est pour tous ceux que vous avez fait jusque maintenant. Avec cette simple action, Kanki réveille une flamme chez eux. Mais Shio, elle, est très en colère contre Kanki. Elle dira, maintenant qu'ils sont morts, le clan Ruo va revenir et tous nous massacrer. On ne peut plus rester ici. Comprends-tu les conséquences de ton acte, Kanki? Il lui répondra, où sont mes remerciements? Merci de m'avoir sauvé, tu devrais dire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce qui allait m'arriver n'a pas d'importance. C'est ce qui va arriver aux autres qui... Et là, Kanki la coupe net. Ça l'est. Vous êtes tous bizarres ici. Vous êtes tous habitués à vous faire dépouiller de ce qui vous appartient. C'est n'importe quoi. La pauvre Shio en larmes lui dira, oui, mais nous sommes faibles. Nous sommes trop faibles. On peut rien y faire. Tout va bien se passer. Laissez-moi faire. Je vais m'en occuper. À partir de cet instant, c'est Kanki qui va prendre les choses en main et il ne perd pas de temps. Il va infiltrer le camp du clan Ruo, il tuera son chef et plusieurs de ses lieutenants. Sans leur leader, le clan Ruo mettra quelques temps à se remettre sur pied, ce qui laissera à Kanki et à son groupe le temps de fuir. Mais très vite, ils se feront pourchasser. Kanki l'avait compris, s'il voulait être tranquille, il fallait choquer l'adversaire. Il capture 2 hommes du clan Ruo et met en scène leur dépouille dans une scène particulièrement macabre. Le message qu'il veut faire passer est clair. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, alors vous devez être craint par vos ennemis. Bien que Shio soit contre, les autres enfants savent qu'il a raison. Ils n'ont pas d'autre choix. À partir de ce jour, ils multiplieront les scènes macabres avec leurs prisonniers. C'était les débuts du clan Saki. Ils finiront par se forger une véritable réputation, au point où plus personne n'osait les approcher. Encore une fois, le plan de Kanki fonctionnait. Alors, c'est bien sympa tout ça, mais là vous me direz, on nous parle surtout du clan Saki. Nous, on veut savoir des choses sur Kanki. On y arrive les amis, on y arrive. Car un jour, le jeune Kanki s'en prendra directement au seigneur de la région, celui-là même qui avait brûlé le visage de Sho. Ce jour-là, le clan Saki découvrit la rage qui animait Kanki au plus profond de lui. Eux, ils pensaient qu'ils étaient là juste pour lui voler ses richesses, mais Kanki lui était là pour venger Sho. Il lui brûlera le visage de la même manière et nous exposera enfin sa vision des choses. Pour lui, le monde est divisé en 3 catégories. Tout en haut, il y a les élites, comme ce seigneur local qui domine et humilie les plus faibles. Tout en bas, il y a ces plus faibles en question, privés de tout droit et d'humanité, et qui sont les jouets de ceux d'en haut. Et entre ces 2 catégories, il y a ceux du milieu. Et Kanki pense que la colère des plus faibles doit être dirigée non pas contre les élites, mais contre eux. Il estime qu'il faut bien évidemment se venger des élites, qui les privent de toute humanité, mais les vrais coupables seraient ceux du milieu, ceux qui représentent plus de 90% de la population et qui pourtant ne font absolument rien pour leur venir en aide. Qu'à cause de leur inaction, la structure de ce monde n'évoluera jamais. Donc quand on a appris que Kanki dirigeait sa colère contre tout, c'était pas un euphémisme, il en veut à presque toute la terre. Pour lui, ceux qui ne font rien pour aider les plus faibles sont complices des élites. Ce qu'attend Kanki, c'est que le peuple se soulève contre cette classe dirigeante qui les domine, qui les écrase. En fait, il veut tout simplement que les opprimés se soulèvent pour qu'ils réclament leurs droits, pour qu'ils se fassent respecter et qu'ils arrêtent de se faire dominer ainsi. Ah, jeune Kanki, il faudra attendre encore quelques siècles pour voir ton rêve se réaliser quelque part dans ce monde. Alors, les années passent, Shio est devenue une belle jeune femme et même Kanki ne résistera pas à son charme. Ils se mettront ensemble. Mais il y a quelque chose qui semble attrister Kanki. Tu sais Shio, c'est toujours les gens les plus gentils comme toi qui souffrent le plus à la fin. Peut-être bien, moi je pense que les gens comme toi, qui comprennent vraiment ce qui se passe dans ce monde, souffrent 2 fois plus encore. Mais il se peut que la rencontre entre 2 personnes comme toi et moi puisse produire quelque chose de bien. Tu ne penses pas? Malheureusement pour elle, ça va être tout l'inverse. L'influence grandissante de Kanki dans la région inquiète les seigneurs locaux. L'un d'eux réussit à capturer Shio. Elle sera agressée à plusieurs reprises, on lui coupera les jambes et les bras. Elle sera massacrée.
Ce jour-là sera un basculement pour Kanki. Il voulait bien évidemment se venger, mais ce seigneur était puissant et bien protégé dans sa forteresse. Impuissant, Kanki quitte le clan Saki et disparaît. Il réapparaîtra plus au sud après avoir fondé son propre clan. Ce clan gagnera rapidement en puissance. Ses membres les plus importants, vous les connaissez déjà, c'est ceux qui forment son armée actuelle. Une fois que sa nouvelle armée était assez forte, il s'attaque à la forteresse. Si vous vous rappelez, je vous avais dit en début de vidéo que la rumeur disait que, dans sa jeunesse, Kanki décapitait lui-même les civils dans les villages qu'il attaquait. En réalité, ça s'est produit une seule fois. Ça s'est produit dans cette forteresse où Kanki décapita de ses propres mains toutes les personnes qui s'y trouvaient. Sa colère et sa haine étaient immenses. Il existe des personnages comme ça qui, à l'origine, avaient tout pour devenir de véritables héros, mais dont les épreuves de la vie en feront des monstres. Kanki avait le potentiel pour devenir le libérateur des oppressés, le champion des plus faibles, mais la mort de Shio le plongera dans les ténèbres. Dorénavant, il n'avait qu'un seul but, se venger. De qui? Du monde entier, du destin, de tout. C'est cette profonde colère en lui qui continuera de le faire avancer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est exactement de ça dont parlait Raido. Eux, les bandits, ils commençaient à se lasser de toutes ces guerres qui n'avaient aucun sens pour eux. Mais si Kanki, lui, continue de se battre avec la même ardeur, c'est à cause de cette rage qui brûle en lui et s'intensifie de jour en jour. Quand est-ce qu'il s'arrêtera de se battre? Quand il estimera avoir suffisamment vengé la peine des oppressés. Autrement dit, probablement jamais. Tous ceux qui sont autour de lui ont abandonné leur idée de vengeance contre ce monde. Ils ont accepté leur sort. Mais Kanki, lui, ne l'accepte pas. Il ne l'acceptera jamais. Si personne n'arrête Kanki, il continuera ses massacres jusqu'à la fin des temps. Piégé par sa colère, il a perdu tout espoir dans ce monde. Il a perdu goût à la vie. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Si à l'origine il a fondé son propre clan pour venger Shio, très vite ils sont devenus une nouvelle famille pour lui, presque une nouvelle raison de vivre. Maron, Koku, Ringyoku, Naki, Raido, il tient beaucoup à eux. Kanki a laissé exploser sa rage à 2 reprises seulement dans sa vie. La première c'était à la mort de Shio et la seconde fois à la mort de Raido. En massacrant les 100 000 prisonniers, il nous a montré à quel point ça lui avait fait du mal et donc à quel point il aime les membres de sa nouvelle famille. D'ailleurs, la vraie raison derrière l'interdiction d'approcher le clan Saki n'était pas due à leur violence, mais c'était plutôt la volonté de Kanki de les protéger des autres brigands qui ont rejoint son armée. Depuis ses 13 ans, il fait tout pour protéger le clan Saki. Continuons sur ça, parlons de comment le général Mogu a réussi à le convaincre de le rejoindre. Comme je vous l'avais dit, la capitale envoya Mogu pour arrêter Kanki, mais c'est lui qui se fera capturer à l'époque où il était brigand. Une fois devant le bandit, Mogu dira « Tu es radieux, tu sembles serein et tranquille, et pourtant je vois de la tristesse et de la rage dans tes yeux. Je dois reconnaître que tu es un excellent stratège, mais je pense que t'as dû le comprendre, il n'y aura pas de futur pour les tiens avec la voie que tu as choisie. Arrête le banditisme et rejoins mon armée, Kanki. Il n'y aura pas d'autre opportunité pour toi. Plus que pour sa vengeance personnelle, si Kanki a accepté de rejoindre Mogu, c'était pour permettre à ces hommes, à ces bandits qui passaient leur vie à fuir, d'avoir un meilleur avenir. Le champ de bataille, c'est peut-être pas le meilleur endroit sur Terre, mais ça reste mieux que la vie de rats qu'ils avaient, où ils étaient obligés de se cacher et fuir pour survivre. Alors ne soyons pas naïfs, Kanki sait très bien que lui et ses hommes ne sont qu'un tas de merde. Si Kanki n'a pas pu devenir le libérateur des oppressés, il deviendra la personnification de leur colère, de leur rage contre ce monde qui les a abandonnés. Et en réalité, c'est bien ça tout le propos autour du personnage de Kanki. À travers lui, l'auteur met le doigt sur un problème qui existe encore malheureusement de nos jours.
Surtout en ce moment dans l'actualité, quand on allume nos téléphones, tous les jours on voit les conséquences de la guerre. On voit tous ces enfants perdre leur famille, on voit ces orphelins qui nous appellent à l'aide. Et pourtant, le monde entier les abandonne. Et quand ces enfants grandiront pleins de rage, le cœur meurtri après avoir perdu tous leurs proches, alors il ne faudra pas s'étonner si un nouveau Kanki apparaît. Il y en a déjà qui sont apparus, mais essayons au moins de ne plus en créer de nouveaux. Avec la transformation du clan Saki, on voit comment des individus pourtant sains sont capables de se radicaliser pour tout simplement survivre. L'auteur nous montre avec eux le processus qui crée des monstres capables de tout détruire sur leur passage sans aucun remords. Maintenant, je crois qu'il est temps pour nous de retourner à la bataille et de conclure cette guerre. Comme je vous l'ai dit, Gian sera capturé par Shin. Kanki, qui avait réussi à survivre à la traque de Zhao, les rejoindra. Il sait que la bataille est terminée. Ils ne sont plus que quelques milliers d'hommes contre 300 000. Mais il veut tenter une dernière chose. Il veut prendre la tête de Riboku, du plus grand général de Zhao. Quand Riboku arrive avec toute son armée au matin devant la forteresse, il lance l'assaut sur Gian qu'il va capturer sans grande difficulté. Et pour cause, Kanki et les autres seront déjà partis. À côté d'une nouvelle création du clan Saki, il laissera un message. Je vais graver la tragédie de Ika dans l'histoire. Ika est une forteresse qui se trouve à quelques heures plus à l'est. Si ce message terrorise les généraux de Zhao, c'est parce que c'est là qu'ont été regroupés tous les civils de la région, donc leurs familles, pour justement les protéger de Kanki. Il n'y a pas une seconde à perdre, toute l'armée de Zhao fonce vers Ika. Tout le monde sait de quoi est capable Kanki, jamais on n'a vu une armée aussi nombreuse avancer aussi rapidement. Entre Gian et Ika, il y avait une zone boisée. Une partie de l'armée la contournera par la droite, l'autre par la gauche et la dernière va la traverser en plein milieu. Quand l'avant-garde de Zhao atteint enfin Ika, ils sont soulagés de voir que la forteresse n'était pas tombée entre les mains de Kanki. Et en réalité, ce n'était pas son but. Son objectif était de diviser l'armée de Zhao pour que dans sa hâte, elle lui ouvre une petite fenêtre, une petite porte permettant d'atteindre Riboku directement. Et cette petite porte, elle va s'ouvrir. Riboku est dans le groupe qui traverse la petite forêt en plein milieu. Pendant sa traversée, Kanki sort de nulle part pour lui tendre une embuscade. Et là, il faut quand même se rendre compte de l'exploit de Kanki. En jouant sur la peur et la psychologie de tous les généraux de Zhao, Kanki, avec une poignée d'hommes seulement, a réussi à se créer une opportunité de directement atteindre Riboku, ce qui n'est encore jamais arrivé pendant le manga. Il a réussi à piéger Riboku alors qu'il se trouvait lui-même dans son piège à lui. C'est très fort. Mais il doit faire vite, s'il veut prendre la tête de Riboku, il doit le faire avant que le reste de son armée arrive. À cet instant, Riboku comprend que Kanki s'est complètement joué de lui. La menace d'un nouveau massacre de Kanki l'a tellement effrayé qu'il a foncé sans réfléchir. Et c'est pourquoi dans cette bataille où il a 300 000 soldats avec lui, il se retrouve dans une situation où Kanki peut le tuer avec seulement une centaine de soldats à sa disposition. Kanki fonce avec ses meilleurs hommes sur lui, mais l'atteindre est difficile. Les soldats de Zhao voient en Riboku leur sauveur, l'homme capable de battre Kin. Ils redoublent d'ardeur pour protéger leur héros. Malgré leurs efforts, Kanki réussit à porter un coup sur la tête de Riboku, mais la blessure n'est pas assez profonde. Et maintenant, c'est trop tard. Les renforts affluent du côté de Zhao. Bientôt, les bandits se feront submerger. L'attaque a échoué et Kanki va probablement mourir. Shin, qui était un peu plus loin, souhaite lui venir en aide. On lui déconseille, on lui dit que c'est trop tard, mais il n'écoute pas, il veut quand même essayer. Quand tout d'un coup, Ogiko arrive. Kanki lui a chargé de lui délivrer un message si son attaque venait à échouer. Ogiko retranscrit mot pour mot le message de Kanki. Shin, t'es qu'une merde, fin du message. Et là, je blague pas du tout, c'est vraiment le message de Kanki. Mais bien évidemment, il ne s'arrête pas là. Si vous écoutez ce message, c'est que j'ai échoué. Je ne pouvais pas savoir comment aller finir cette attaque surprise. C'est pourquoi j'ai décidé de vous placer en dehors de la mêlée, vous, Maron, Ogiko et le clan Saki. Est-ce que tu comprends, Shin? Prends-les tous avec toi et
fuyez. Si je te les confie, c'est parce que je te fais confiance. Juste un tout petit peu. Vous devez absolument fuir, c'est un ordre. D'ailleurs, prends ce collier et retourne-le à ton roi. Fin du message. Shin, bien têtu, veut quand même y aller, mais Maron le raisonne. Tu ne comprends pas, Shin. Si Kanki a mis en place cette embuscade, ce n'était pas seulement pour prendre la tête de Riboku, mais c'était aussi pour servir d'appât pour que nous puissions tous nous échapper. Il a mis ça en place pour que même si lui, il tombe, ça ne se transformera pas en défaite totale si toi, tu réussis à t'échapper et qu'un jour, tu tues Riboku. Et là, alors ça serait une victoire pour lui. Shin finit par ordonner la fuite. Ils partent tous, sauf Naki. Il remercie Shin de l'avoir accepté dans son unité, mais il veut absolument partir auprès du boss. Shin est vraiment perturbé avec tout ce qui est en train de se passer. Lui qui a toujours détesté Kanki, il voit que ces hommes, dont certains sont des bandits sans foi ni loi, ou d'autres sont bons et généreux comme Naki, sont tous prêts à mourir à ses côtés. C'est troublant. Pendant ce temps, Riboku a complètement encerclé Kanki. Il veut lui parler une dernière fois. Kanki, je pense avoir compris la source de ta rage. C'est le sort des oppressés. C'est ce monde défaillant. Mais à cause de ça, tu es tombé complètement dans le désespoir. Mais en regardant Kanki de plus près, il se rend compte que non. Kanki n'était pas complètement plongé dans le désespoir. Si c'était le cas, il ne serait plus qu'une coquille vide, mais c'est pas le cas. Au contraire, c'est parce qu'il n'a pas totalement perdu espoir en ce monde que sa rage continue de l'alimenter. Au fond de lui, il y a une petite lumière qui l'empêche de sombrer totalement. Cette lumière, c'est celle de Shio. Elle ne l'a jamais abandonné. À cet instant, Kanki lancera une dernière fois sa fameuse phrase « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Il profite de l'arrivée de Naki pour lancer une ultime attaque. Ils se jetteront tous ensemble sur l'ennemi, ils tomberont tous un par un. Kokuou, Ringoku et Zeno mourront en premier. Et avec sa lame à seulement quelques centimètres de Riboku, Kanki s'éteindra à son tour. Les mémoires historiques de Zao racontent: 3e année du règne du roi Yuboku, Kin attaqua Sekirei et Gian. Riboku dirigea l'armée de Zao et les repoussa. Riboku battra à plusieurs reprises l'armée de Kin et tuera son général Kanki. Pour pouvoir le tuer, Riboku avait dû se préparer pendant 6 mois et rassembler une armée de 300 000 hommes. Et pourtant, quand il a vu à quel point le bandit avait réussi à l'acculer, il déclarera « Même dans mes pires cauchemars, je ne l'avais pas imaginé être capable de s'approcher aussi près de moi. Il est possible que sans le savoir, nous ayons affronté le plus fort des 6 généraux de Kin. » Et là, comment ne pas penser aux paroles du général Shutu? À cet instant, Kanki était bel et bien devenu le général numéro 1 de Kin. Ce même Kanki, qui lui avait dit qu'il n'en avait rien à foutre de Kin, a quand même pris le soin de ne pas laisser tomber son collier que le roi lui avait remis lors de la cérémonie, symbole de la puissance de Kin aux mains de l'ennemi, en le redonnant avant à Shin via Ogiko. C'est ce même Kanki qui a mis en place un plan pour permettre au futur numéro 1 de Kin, Shin, de s'enfuir. Comme si à la toute fin de sa vie, il avait trouvé une raison de se battre avec le cœur pour Kin. Peut-être que les paroles du roi l'ont touché, peut-être que de cette unification il y aura vraiment quelque chose de bon qui pourrait en sortir pour les plus faibles. Quand les habitants des différents royaumes de la Chine apprennent la nouvelle de la mort de Kanki, ils explosent de joie. C'est un très grand soulagement pour eux. Les habitants de Zao en premier, ils s'étaient enfin vengés de l'homme qui les a écrasés à Kokuyu et qui a décapité 100 000 de leurs prisonniers. On retrouve les mêmes scènes de joie à Han, qui avait perdu leur général Seikai à cause de lui lors de la coalition. On célèbre également la mort du bandit à Wei, qui avait vu leur général en chef Akukisai se faire massacrer par lui. Kanki a vraiment traumatisé tout le monde. Un démon peut-être pour les autres, mais un roi pour les siens.
On apprend après la bataille que Kanki avait envoyé un message à Maron dans les cas où il viendrait à mourir. Si je meurs, tu dois absolument rassembler tous les survivants de mon armée. Si on les laisse partir, ils retourneront à une vie misérable de bandits, il faut les en empêcher. Même après sa mort, il a pris des précautions pour protéger les siens. Quel homme! Maron suivra les consignes et fondera une agence de mercenaires pour éviter qu'ils se dispersent. Le clan Saki quant à eux rejoindront leur sanctuaire, là où ils vivaient en paix avant de devoir fuir à cause du clan Ro. Celui qui est le plus contrarié par la mort du bandit, c'est notre protagoniste Shin. Pour lui, Kanki est devenu ce genre de personne pour lesquelles on se dit « lui, il ne peut rien lui arriver, lui, il trouvera toujours une solution ». Plus que jamais, Shin s'est rendu compte de la fragilité de la vie, que personne n'était immortel, pas même Kanki. En tout cas, même mort, Kanki garde une grande part de mystère. On ne sait rien de sa vie avant qu'il n'intègre le clan Saki. Pourquoi un enfant de son âge était si doué à l'épée? Pourquoi et comment à 13 ans seulement est-il arrivé à la conclusion qu'il fallait changer la structure de ce monde? Quand il a fait sa mise en scène macabre devant les autres enfants, c'était certainement pas la première fois qu'il faisait ce genre de choses. Kanki était déjà Kanki avant de les rejoindre. Il y a encore des zones d'ombre. Quoi qu'il en soit, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Kanki est devenu un véritable monument de Kingdom. Parfois, il arrive que des personnages dépassent leur auteur, qu'ils prennent une place beaucoup plus importante que celle qui leur était destinée à la base, comme s'ils prenaient le contrôle de leur propre écriture, de leur propre destinée, et Kanki fait partie de l'un d'eux. Sur les dernières années, quand le manga tournait littéralement autour de lui, tous les autres personnages étaient dans son ombre. Il retenait l'attention de tous, des lecteurs comme des acteurs du manga. Il était devenu presque le personnage principal de Kingdom. Le personnage est tellement grand qu'il aurait pu avoir son propre manga. À sa mort, les soldats de Zao voulaient naturellement souiller son cadavre, chose que Riboku refusera. C'est comme si l'auteur lui-même voulait protéger l'aura de ce personnage jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est mort, et même s'il est encore un peu trop tôt pour le dire, son absence se fait quand même ressentir. Il a profondément marqué les lecteurs. Voir le protagoniste évoluer dans les mêmes batailles que le personnage le plus dangereux de la Chine, voir ses réactions face à ces massacres, c'était tellement intéressant. Il a tellement grandi au contact de Kanki. Depuis sa mort, sa cote de popularité a atteint un sommet. En février, à l'occasion de la Saint-Valentin, les fans japonais ont envoyé à l'auteur des cadeaux pour les personnages, et c'est Kanki qui en a reçu le plus. Il est clair que de par ses actions, son écriture, son charisme, Kanki nous a marqué à vie. J'ai rarement connu un personnage qui m'a autant impacté dans un manga de cette façon, et c'est pourquoi je voulais absolument lui dédier cette vidéo. Tout le monde doit connaître l'histoire de ce bandit qui a traumatisé la Chine. L'heure est venue de terminer cette vidéo. Elle m'aura pris beaucoup de temps et d'énergie, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle donnera à de nouvelles personnes l'envie de se lancer dans l'aventure Kingdom. Car même si Kanki n'est plus, il y a encore beaucoup d'autres personnages passionnants à découvrir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Il est temps de se dire au revoir, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.